Se pose la question de savoir à quoi on est exposé quand on est élu du personnel. Alors donc les points que nous allons aborder, c'est la pression, l'exposition publique, les entraves, la discrimination. Et à la fin de cette vidéo, nous vous donnerons quelques conseils si vous voulez devenir représentant du personnel. Alors pour ça, je suis avec Fabrice Allégoët d'Osez vos droits. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors, à quoi suis-je exposé en tant qu'élu du personnel? Alors, dès qu'on passe derrière ce que j'appelle la barrière un peu des représentants du personnel, bah d'abord on est exposé à la pression. Alors la pression, elle peut s'exercer par les salariés qui veulent des réponses à leurs questions. Entre les élus eux-mêmes, des fois on se met la pression parce que bah, on veut réussir le mandat ou tout simplement on veut s'illustrer même individuellement dans ce mandat. Et puis surtout, on subit la pression de l'employeur. Parfois, le manager direct qui cherche à comprendre un petit peu quelles sont mes motivations ou qu'est-ce que je vais faire de mon mandat. Donc on subit en réalité des pressions d'abord organiques, hein. Dès que je suis représentant du personnel, je suis personne publique, donc on attend beaucoup de ma personne, ou en tout cas on s'interroge sur mes motivations. Donc cette exposition peut en intimider certains. Alors il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas en fait que passer du simple salarié un peu anonyme à représentant du personnel, bah, c'est effectivement s'exposer à être un peu plus visible, donc forcément plus à même à être interpellé par les gens, questionné, sondé, parfois même malmené. Donc oui, ça peut en intimider un certain nombre. Alors, est-il exact de dire qu'on subit des pressions quand on est représentant du personnel? Alors oui, parce que de toute façon, les élus eux-mêmes ne s'en cachent pas. La plupart du temps, ils nous récitent à quel point leur vie a changé. Parfois même, elle a basculé. J'appelle ça le côté obscur de la force. Avant, avec mon manager, tout allait bien. Du jour au lendemain, il s'interroge, il se pose des questions. Parfois même, il me malmène alors que d'habitude, il n'y avait pas ce genre de situation. À titre personnel, moi, j'ai été élu du personnel il y a quelques années. La première fois où je suis devenu candidat à une élection professionnelle, j'étais chargé des recrutements des expatriés, donc j'étais rattaché au service RH. Le matin même, le DRH, qui était mon supérieur hiérarchique, est venu dans le bureau en me demandant ce que je lui avais fait. Et sur le coup, je n'ai pas compris qu'il faisait le lien avec le fait que j'avais déposé ma candidature à une élection professionnelle et mon statut, d'une certaine façon, de cadre travaillant au RH. Et à ce moment-là, je lui ai dit, mais je vous ai rien fait. J'ai simplement fait un choix de vie qui est aussi celui d'être au service des autres. Mais j'ai compris à ce moment-là que c'était plus tout à fait mon chef. Alors, est-ce que les élus sont plus discriminés que les autres? Alors oui, parce que d'abord aussi, les récits nous le montrent. On a d'ailleurs des récits à la fois légaux. On a le défenseur des droits qui fait généralement ou régulièrement des statistiques. Oui, il y a de la discrimination. Elle n'est pas forcément visible, parce qu'évidemment, on ne va pas dire aux gens, je te baisse ton salaire, ou je t'augmente plus, je te forme plus, je t'écarte des grandes décisions, etc. Mais oui, les gens ressentent très souvent des discriminations liées à l'étiquette qui les poursuit. Et c'est un peu plus vrai pour ceux qui sont syndiqués. Alors, comment réagir si en tant qu'élu, je suis victime de pression ou de discrimination? Alors bon, d'abord, il faut se manifester auprès des autres membres. La plupart du temps, les gens subissent des pressions dans leur coin. C'est-à-dire qu'ils vivent des drames, sauf qu'ils ne partagent pas le récit de ces drames avec leurs collègues, leurs élus collègues. Donc il faut déjà en parler tout autant avec les membres élus. Ensuite, il faut éventuellement aller chercher un manager qui s'il n'exerce pas lui-même les pressions, les discriminations, pour lui expliquer ce qu'on vit. Parce que en discutant avec les autres, on peut découvrir que les autres aussi en sont victimes. Oui, et puis surtout de comprendre que certains peut-être ont même trouvé des réponses et des solutions à cette difficulté-là. Donc il faut en parler déjà, ça c'est une première chose. Alors soit avec ses collègues, soit avec même ses collègues salariés, ils peuvent tout à fait comprendre qu'on est en difficulté, son manager, l'ARH. Mais si ça ne suffit pas, il faudra évidemment peut-être s'adresser même à l'inspecteur du travail. Alors, les élus subissent-ils des entraves dans l'exercice de leurs fonctions? Bon, en permanence, hein, on les compte plus. Ça fait presque partie du décor. Alors, on en parle peu aussi parce que la plupart des élus ne savent même pas comment réagir ou comment se défendre face au délit d'entrave ou à des faits constitutifs d'un délit d'entrave. Ils ne sont pas informés, ben, ils ne se posent pas la question de est-ce que c'est entravant, ils ne sont pas consultés ou peu ou prou, ils ne se posent pas la question est-ce que c'est véritablement entravant. Parfois ils ne perçoivent pas leur budget alors qu'ils en ont besoin pour travailler, mais peu ou prou, ce n'est pas forcément pour eux un obstacle. Donc oui, il y a des entraves répétées, sauf que peu s'en plaignent, et donc il y a peu de jugement en la matière. C'est peut-être le moment de rappeler que le délit d'entrave, comme son nom l'indique, est un délit et que donc c'est de la correctionnelle. Même si, depuis les ordonnances Macron, les peines ont été fortement allégées. On n'avait jamais vu avant un DRH aller en prison pour ça. Mais il y a quand même des amendes, même si elles sont plafonnées, ce sont des amendes. Alors moi je dis toujours que la condamnation pour délit d'entrave, c'est souvent une condamnation symbolique.
L'idée, c'est de montrer qu'on n'accepte plus. Qu'il y ait des amendes, qu'il y ait des peines de prison parfois, qu'il y ait, il y a de la récidive, des doublements de peine, à la rigueur, ça c'est accessoire. Ce qui est très important, c'est que les gens comprennent que quand on est représentant du personnel, on a des droits, et que quand ces droits sont violés, il faut les faire, évidemment, il faut faire condamner ceux qui ne les respectent pas. Et puis c'est une question de légitimité. Comment un salarié peut-il s'adresser à un élu en considérant d'ailleurs qu'il est compétent pour le défendre, en tout cas le représenter dans ses droits, alors que l'élu lui-même est incapable de se défendre face à ces violations systématiques du droit. Donc il faut qu'il se fasse respecter. Et donc c'est souvent des condamnations symboliques. On va au tribunal, on prend un avocat. Voilà, c'est pas tant l'amende qui est importante, c'est le fait de dire à l'employeur on n'est pas d'accord et on veut que ça s'arrête. Comment répondre dans une consultation si vous êtes entravé dans l'exercice de votre mandat, qu'on ne vous donne pas votre budget de fonctionnement par exemple, qu'on ne vous donne pas toutes les pièces pour pouvoir vous exprimer et donner l'avis que le Code du travail qualifie de éclairé et motivé. Comment voulez-vous motiver un avis si vous n'avez pas les outils pour l'éclairer? Et si vous n'avez pas les outils pour l'éclairer et que l'entreprise ne vous les donne pas, c'est une entrave. Donc vous ne pouvez pas faire votre travail correctement si vous êtes entravé. Alors, quel conseil maintenant donneriez-vous à des salariés qui veulent devenir représentants du personnel? Parce que tout ce qu'on vient de dire là, à mon avis, ça ne doit pas leur donner beaucoup d'élan. Alors d'abord, j'ai toujours que l'union fait la force. Donc le premier conseil que je donnerais, c'est de chercher parmi les candidats ou des gens qui veulent devenir élus, des personnes avec qui on s'entend bien. Parce que déjà, quand on s'entend bien entre collègues, il est fort à parier qu'on s'entendra tout aussi bien en tant que représentant du personnel au sein du CSE. Donc déjà, c'est de se familiariser avec les personnes avec qui on va devoir travailler. Ensuite, c'est accepter dès le départ qu'on sera personnage public et donc on sera exposé à des pressions, à des discriminations, à des entraves répétées. Et la vraie question, c'est est-ce qu'on est capable, nous, de faire barrage à ça, d'être résistant suffisamment pour que on ne soit pas évidemment soi-même la proie de tous les désordres. Écoutez, Fabrice, j'espère que ces petits conseils vont être entendus et que se présenter à une élection professionnelle pour être élu de CSE n'est pas simplement une manière d'avoir des heures de délégation pour aller chercher les enfants à l'école ou faire les courses, mais c'est bien un mandat à accomplir avec des missions, avec des outils, avec des droits et surtout avec des devoirs. Et si on veut donc bien faire appliquer ces devoirs, il faut aussi faire respecter ses droits. Et avec ces conseils-là, je pense que nos amis internautes seront au point. Bah oui, moi je conseille même à ceux qui sont en place, élus du personnel, déjà d'écrire un petit peu sous forme de récit leur histoire, leur parcours, et peut-être en utiliser un petit peu l'essence pour pouvoir, lors d'une porte ouverte, familiariser les salariés de l'entreprise qui ne sont pas élus à ce style de travail dans l'entreprise. Merci beaucoup, Fabrice. Merci beaucoup.